Si le cuirassé de poche Grashpé a vécu une courte mais glorieuse vie. Si le Bismarck s'est illustré en détruisant le navire fétiche de la marine britannique et en mobilisant la moitié de ses effectifs pour sa destruction, d'autres bâtiments allemands se sont fait remarquer, en particulier dans la course contre les convois alliés en Atlantique et en mer du Nord. Parmi eux, le Skanorst et le Gneisenau, qui donnèrent de nombreuses sueurs froides à la Home Fleets. Et salut tout le monde, c'est Horatio, je retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Skanorst et du Gneisenau. Attention, cette vidéo sera séparée en 3 points. Le premier sera la description physique entre guillemets des navires, c'est-à-dire que je vais décrire leurs équipements, etc. La deuxième partie sera leur histoire, et la troisième partie conclura par leur naufrage. Parce que oui, le Skanorst et le Gneisenau ont bel et bien coulé. Allez, commençons. Parfois comme des croiseurs de bataille, le Skanorst et le Gneisenau participent tous deux à la Seconde Guerre mondiale. Le premier est coulé en 1943 et le second irrémédiablement endommagé en 1942 et sera coulé par la suite en 1945. Ensuite, je peux dire que le Skanorst a été construit dans les chantiers navals que je vous laisse le soin de lire le nom, que laquelle a été posé le 16 mai 1935, que son lancement s'est fait le 30 juin 1936 et sa mise en service le 7 janvier 1939. Comparé au Gneisenau, j'y suis arrivé, il a été construit au... Je vous laisserai le soin de lire le nom. 5 mai, laquelle a été posé le 5 mai 1935. Le lancement s'est fait le 8 décembre 1936 et il a été mis en service le 21 mai 1938. Ensuite, au-delà de ça, le Skanorst et le Gneisenau étaient des navires capitaux, comme dit précédemment. Leur longueur était d'environ 230 mètres, pour un mètre-beau de 30 mètres, pour un tirant d'eau d'environ 10 mètres, un déplacement de 31 000 tonnes, à pleine charge de 37 000 tonnes, une propulsion de 12 chaudières à mazout, 3 turbines à engrenage, 160 000 chevaux, et vitesse de 32 nœuds environ, soit égal à 59 km/h, ce qui est pas mal pour un navire militaire. En parlant de militaire, sa caractéristique militaire, un armement de 3 fois 3 canons de 28 mm, qui seront pour le Gneisenau modifiés en 380 mm, 4 fois 2 canons de 15 cm, 7 x 2 canons de 10,5 cm, 8 x 2 canons de 3,7 cm, 6 TLT de 533 mm, 1 A3 Arodo AR-196 qui sont des aéronefs qui étaient présents sur le navire parce que oui, il avait une catapulte pour les avions. Au-delà de ça, nous avons fait le tour déjà de ce qu'avait à nous proposer ce navire. Donc nous allons passer à la partie 2. Allez, on se retrouve après. Partie 2. Leur histoire, ces deux grands navires de la flotte allemande. Alors déjà en 1939, en novembre précisément, la course éclaire en Atlantique Nord. Le Skanorst et son sister-ship le Gneisenau étaient des croiseurs de bataille d'un genre nouveau. Lancés en 1936, ils déplaçaient plus de 30 000 tonnes, possédant comme l'armement principal 9 pièces de 280 mm et pouvaient se déplacer à plus de 30 nœuds. Au contraire des cuirassés lourds Bismarck et Tirpitz, ils étaient directement destinés aux harcèlements des convois ennemis, de véritables corsaires du XXe siècle. Les navires font rapidement parler d'eux. En effet, la Grande-Bretagne doit sa survie à sa maîtrise des mers et le Reich compte bien lui contester. Pour cela, il a créé une véritable flotte corsaire, destinée à un harcèlement à détruire les convois en destination de l'Angleterre. Le danger est grand avec le Skanorst et le Gneisenau. Quelques autres comme le croiseur de la classe Hyper, excusez-moi, mais aussi le cuirassé de poche Grashpé qui a commencé à attaquer en Amérique du Sud dès septembre 1939, l'amiral Raeder, oula, c'est dur à prononcer comme prénom, je pense que je le mettrai dans le montage, envoie les deux sister ships ensemble à l'attaque de l'Atlantique Nord pour casser le blocus avant de s'attaquer au convoi. Le 23 novembre 1939, ils affrontent leur premier adversaire entre les Féroé et l'Islande. C'est le croiseur Rawalpindi. Rawalpindi, c'est horrible, qui se révèle incapable de résister au coup du Skanorst. Quelle pitoyable merde. Non, je déconne. Toutefois, signalé à la Home Fleet et pris en chasse, il est alors décidé de ramener les croiseurs en Allemagne. Et on se demande encore pourquoi les Allemands n'ont pas poussé plus loin leur avantage. Pendant ce temps-là, le Grashpé connaissait son destin tragique. Eh ben oui, le Grashpé, hélas, en 1909, a été coulé.
Enfin, c'est 39. Oui, c'est 39. On va dire que quand tu es bloqué dans un port et que t'as 3 croiseurs bien blindés qui te sont autour de ton port et que tu peux pas sortir et que quand tu sors, bah tu te fais mitrailler, c'était pas franchement bien. Du coup, le capitaine Grashpa a eu la bonne idée de se suicider en faisant exploser son... Juin 1940. Le deuxième fait d'armes du Skanor, Gneisenau, intervient durant la campagne de Narvik, en avril 1940. Les 2 navires sont chargés d'escorter le régiment de la 3e division de montagne, direction Narvik, justement, immédiatement. La flotte envoie une escadrille pour les intercepter. C'est le 9 avril, alors qu'ils ont commencé à pénétrer dans les fjords norvégiennes, que les Skanor et le Gneisenau sont repérés et pris en chasse par le croiseur de bataille Renault. Mais bien qu'ils aient été largement à la hauteur pour venir à bout du vieux navire, les corsaires allemands préfèrent la fuite. Toutefois, la campagne de Norvège n'en est qu'à ses débuts. Il ne faut attendre qu'un petit mois, pour que le Gneisenau et le Skanor soient de retour dans les fjords. Narvik a déjà été évacué par les Alliés, et l'Allemagne veut enfoncer le clou pendant qu'en France, ses panzers balaient toutes sur leur passage. L'escadrille des 2 croiseurs de bataille tombe sur les éléments de la flotte britannique qui sont loin de s'attendre à ça. Un pétrolier et un paquebot sont coulés. Un navire hôpital est épargné, puis c'est le porte-avions Glorious qui se trouve au bout des canons allemands. Le bâtiment anglais s'est avancé vers la mort sans avoir lancé d'éclaireur aérien. Et il est bien trop tard au moment où il voit apparaître les prédateurs. Malgré une résistance héroïque à l'aide de ses 2 destroyers, il est coulé et son escorte avec lui. Mais l'un des 2 destroyers, l'Acasta, tout de même réussit à torpiller le Skanor et celui-ci doit rentrer au port escorté par son frère jumeau, le Gneisenau. Ils sont alors tous pris en chasse par la flotte britannique et des appareils de l'Ark Royal, un porte-avions anglais. Les attaquent, mais c'est peine perdue, à cause des conditions climatiques épouvantables et la bombe qui touche le Skanor n'explose pas. C'est un peu con. En revanche, quelques jours plus tard, le Gneisenau est torpillé, cette fois un sous-marin. Les 2 corsaires sont donc destinés à rester en cale sèche quelque temps. Pire, à peine remis en service, ils doivent annuler leur nouvelle sortie à cause d'une mer démontée qui endommage le Gneisenau. J'imagine même pas la réaction du Reich allemand, vous imaginez? Monsieur Adolphe, nous avons eu un problème. Il semblerait qu'un de nos croiseurs de bataille ait été endommagé dans la mer. Artoun, vous vous foutez de moi, espèce de petit con! Ça expliquerait pourquoi Adolphe et la haine en fait la plupart de ses généraux. Dans l'ombre du Bismarck, avril-mai 1941, les mois suivants ne sont guère glorieux pour les 2 bâtiments jumeaux. Ils tentent un nouveau raid, mais rebroussent chemin en constatant que le convoi visé est escorté par les cuirassés Ramirez, ok, qui n'est pourtant pas de toute première jeunesse. Toutefois, en 1941, un autre attaque de corsaires leur permet de couler 22 navires marchands alliés. C'est un peu con. Enfin non, c'est bien pour eux. Le Skanor et le Gneisenau sont ensuite envoyés à Brest pour radoubler port idéal pour lancer des attaques sur les convois entrant la Manche. Mais aussi pour être théoriquement mieux protégé contre les attaques aériennes. L'amiral Raerder, toujours lui, que je ne j'arrive toujours pas à prononcer son nom et que je vais mettre son nom dans le montage parce qu'ils ont reçu une merde, a alors un projet encore plus ambitieux pour eux. Il veut les associer en tout nouveau cuirassé lourd Bismarck et à son navire escorte le croiseur Prince Eugène, corsaire d'envergure en Atlantique Nord. L'opération est nommée Ringnarbuk, que je marquerai évidemment sur la vidéo parce que même moi je suis pas capable de prononcer de l'allemand parce que j'ai pas fait allemand et le vidéo MDR. Et planifié pour 1941. Malheureusement, le sort semble s'acharner sur eux. Le Skanor se souffre de problèmes de machinerie qui nécessitent plus de travail que prévu et le Gneisenau est torpillé en pleine rade de Brest par un appareil britannique puis à nouveau touché par 4 bombes quelques jours plus tard. En effet, contrairement à ce qui était escompté par l'état-major allemand, le déplacement des 2 navires à Brest n'a fait qu'attiser l'appétit du Bomber Command qui a lancé près de 1000 raids.
leur étant spécialement destinés, évidemment. Hein, c'est des navires connus, c'est des VIP. Hein. L'opération Rinderburg est rapportée, mais pas la sortie du Bismarck. Celui-ci, après un rap héroïque qu'il voit couler le vénérable Hood, oui, le HMS Hood, le fameux bateau coulé qui entraînera tout le bordel derrière, voilà, est envoyé par le fond un mois plus tard par la Home Fleet, le 24 mai 1941, mais la Bismarck a connu son heure de gloire, ce qui n'est pas encore le cas du Skanors et du Gneisenau. L'info l'évasion, février 1942. Désolé pour cette voix que je viens de faire, mais c'était obligé. Je suis désolé, le nom m'a rappelé, comme si c'était un film ancien, j'ai pas pu m'en empêcher. Enfin bref. Le temps est peut-être venu quand la décision est prise de rapatrier les deux croiseurs de bataille vers l'Allemagne. Les raids qu'ils subissent commencent à aggraver les handicapés. Oui, parce que ils commencent vraiment gravement les handicaper. Le Skanors ayant été touché à son tour par des bombes anglaises en rade de Brest par le prince Eugène, orphelin du Bismarck. Sniff, 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 sniff. Il est décidé de tenter une sortie par la Manche pour forcer le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais. Le risque est prenable, car les Britanniques ne peuvent pas laisser longtemps leur grand navire trop près des côtes françaises. Oui. Et donc à porter des appareils de la Luftwaffe. La Luftwaffe, vous savez, les trucs, les avions allemands, les Stuka, etc. qui descendent, qui vont... Enfin bref. Du côté de l'amirauté, on décide tout de même de monter une opération baptisée Fuller. Pour empêcher les bâtiments ennemis de regagner Iden, l'Allemagne. C'est cool. Ce sera à la RAF essentiellement d'agir. En effet, la flotte britannique de la région n'est à ce moment composée de quelques vedettes torpilles. Lance-torpilles. Attention. Le coup allemand plein d'audace est mené par le vice-amiral Siliax. Non, je comprends vraiment pas les noms allemands. Se déroule en plusieurs phases. Le 11 février, au soir, le Skanors et le Gneisenau, le prince Eugène et leur escorte se réunissent dans la rade de Brest et sortent en pleine nuit, en échappant aux patrouilles ennemies. Les navires allemands sont repérés le lendemain, vers midi, alors qu'ils ont franchi 300 miles, et ils passent un premier barrage de mines. Puis ils sont engagés d'abord par les batteries de Douvres, ensuite par des vedettes lance-torpilles. C'est un échec, et tente alors une attaque aérienne des Swordfish, ce qui avait tant fait de mal au Bismarck, se rue à l'attaque. Petit point de parenthèse, le Bismarck n'avait en fait rien subi à cause des Swordfish, il a surtout bouffé parce que les hommes l'avaient sabordé. Oui, les hommes du Bismarck ont auto-sabordé leur navire. C'est pas... Non, je vois pas. Je vois pas l'utilité en fait. Ah si, pour éviter de se faire capturer, voilà. Je comprends toujours pas. Oui, parce que c'est ce qui est arrivé au prince Eugène. C'est-à-dire que le prince Eugène, il s'est fait capturer après la guerre et il s'est fait atomiser la gueule. Voilà. Enfin bref, on en reparlera une autre fois si vous voulez. Je ferai le prince Eugène, le Bismarck, bref, un jour quand j'aurai le temps. Alors. Mais ils sont tous abattus, les Swordfish. En effet, ils sont escortés par moins de Spitfire que prévu. Ils tombent sous les coups des DC-1. Des navires et surtout de la chasse allemande. 2 heures plus tard, on croit que la chance a tourné en faveur des Anglais quand une mine touche le Skanors. Le croiseur de bataille n'est que peu endommagé. Mais le vice-amiral Siliax transfère son pavillon sur un destroyer. Celui-ci est alors pris pour cible par les bombardiers Beaufort en vain. Les navires allemands, le Skanors y compris, sont rapidement sortis du détroit et se retrouvent aidés par des vedettes, les U-boats. Même si je pense que c'est les U-boats. Il y a marqué E, donc c'est E. D'accord. Qui repoussent leurs rivales. Les MTB, les derrières attaques britanniques par mer ou par les airs continuent d'échouer lamentablement. Seules les mines parviennent à provoquer quelques dégâts alors que l'escadrille du Skanors de Gneisenau atteint les eaux allemandes. Ouais. Des naufrages de ces navires. Enfin, pour un naufrage et l'autre, ça récupère sa semi-destruction, c'est compliqué. Alors, commençons. Le Skanors orphelin. L'incroyable invasion de Brest fait beaucoup de bruit.
Mais avec le recul, le bilan est contrasté. Certes, les Britanniques ont échoué dans leur tentative de détruire 3 des plus importants bâtiments de ce qui reste de la marine allemande, mais ces mêmes bâtiments sont à présent bloqués en Allemagne et ne risquent plus de menacer les intérêts alliés en Atlantique. Surtout, la réussite finit par fuir les navires de Ciliac. 10 jours après l'évasion de Brest, le Prinz Eugène est torpillé à mort. Puis, quelques jours plus tard, le Gneisenau est bombardé dans le port de Kiel et mis définitivement hors service pour le reste de la guerre et sera coulé en 1945. Son frère jumeau, le Scharnhorst, se retrouve alors orphelin. Décembre 1943. L'intérêt que semble avoir Hitler pour le théâtre nordique en cette année 1942 semble pouvoir bénéficier au Scharnhorst. Surtout les Britanniques ont décidé de passer par la mer de Barents pour ravitailler leurs alliés soviétiques. Malheureusement, une fois encore, le Scharnhorst est à nouveau endommagé par des mines. Doit renoncer à participer à l'attaque lancée sur les convois alliés, dont le fameux PQ-17, aux côtés du Tirpitz, du Schrei et du Ypres. Ce n'est peut-être finalement pas un mal, car la marine allemande connaît un échec cuisant en mer Barents, fin 1942, qui rend fou furieux. Hitler, prêt à envoyer toute la flotte à la casse. L'amiral Hayart, toujours lui, que je n'arrive toujours pas à prononcer, du coup je suis à moitié dépressif, MDR, démissionne, remplacé par Dönitz, qui persuadait toutefois le Führer de garder le Tirpitz, le Lützen et le Scharnhorst en Norvège. Ce dernier quitte la Baltique en 1943. Il est à présent le deuxième navire le plus puissant de la flotte, après le sister ship du Bismarck. Le fait de trouver les 3 bâtiments allemands bientôt réunis à Navik donne quelques inquiétudes à l'amirauté. Échaudé par les pertes des convois pour Murmansk, certains liens d'ailleurs l'arrêt de ces convois au danger que le Tirpitz et ses 2 acolytes font penser. Alors, les opérations communes commencent dès l'automne 1943. Le Scharnhorst et le Tirpitz bombardent des bases norvégiennes de Spitsberg, à peine de retour au port. Le Scharnhorst repart pour des exercices de tir, bien que lui en prend, car il échappe à l'attaque des X-Craft britanniques, des sous-marins de poche qui parviennent à l'endommager le Tirpitz. La décision de reprendre les convois vers la Russie doit donner enfin des vraies cibles au Scharnhorst, mais ce dernier est attendu de pied ferme par le nouvel amiral britannique, Fraser, impatient de l'affronter. De son côté, Deutschnetzer sait qu'il doit enfin lâcher la laisse de son navire et obtenir des résultats pour que Hitler ne songe pas à nouveau à tout envoyer à la décharge. L'amiral allemand est prêt à prendre tous les risques. Le 25 décembre, c'est la nuit polaire et le Scharnhorst commandé par le contre-amiral Bay. Non, pas ce Bay-là. Ce Bay-là. Prend la mer avec une escorte de 5 destroyers et pour but d'intercepter et de détruire le convoi JW-55B. Sur le navire allemand, Bay est rapidement en difficulté. Incapable de savoir où sont les proies et l'ennemi, il enchaîne les erreurs, tôt le matin du 27, et sans prévenir ses destroyers, ils mettent cap au nord et se retrouvent rapidement repérés par la flotte britannique, en l'occurrence le radar du croiseur Belfast. Un peu plus tard, c'est le Sheffield qui l'aperçoit, puis le Norfolk, premier à faire feu, mais en vain. Le contre-amiral B ne sait toujours pas combien de navires ont engagé contre lui, ce qui explique sans doute qu'il n'ait pas assisté dans le combat contre les croiseurs alors qu'il avait le moyen de résister, voire de vaincre. Il s'est en outre maladroitement séparé de l'appui non négligeable des destroyers en les envoyant chercher le convoi. Un nouvel engagement intervient autour de midi. Et cette fois, le Norfolk souffre face au tir du Scharnhorst, qui, une fois encore,
n'insiste pas, sa chance est passée et toujours privé de ses destroyers. Le navire allemand fonce droit dans la gueule du Duke of York, le cuirassé amiral de Fraser. Peu avant 17h, le bâtiment anglais et son croiseur d'escorte, le Jamaica, ouvre le feu à une distance de 25 km. Cette fois, B accepte le combat. Le Duke of York pleuve pendant près d'une heure et le Scanhorst est contraint de ralentir son allure. Il est alors à la merci des autres navires britanniques en allure, en particulier les destroyers. L'attaque à la torpille, le Duke of York et le Jamaica se préparent à moins de 10 km pour terminer le travail quand son grand cousin le Bismarck, le Scanner, résiste vaillamment mais en vain. À 19h45, ce 27 septembre 1943, il coule avec près de 1800 marins. De la puissante flotte du Tirpitz allemande, il ne reste en cette fin d'année 1943 que le roi solitaire du Nord, le Tirpitz, le fameux cuirassé allemand, qui sera coulé un peu plus tard. Enfin non, il n'a pas vraiment coulé, enfin il s'est juste retourné dans un banc de sable qui à cause des bombes anglaises. J'ai pris une voix extrêmement sérieuse pour faire cette fin de partie. Et tu viens tout gâcher pour la simple et bonne raison que t'avais que ça à foutre. Bordel! Merde! Donc, en conclusion, Je peux dire que le Scanhorst, malgré sa vie, ayant connu très peu de grands faits d'armes, a été, avec son navire jumeau, le Gneisenau, un grand navire. Il a combattu avec vaillance pendant toute sa carrière, malgré son dernier combat où il a été déséquilibré par un sous-amiral peu instruit, envoyé comme tout Hitler à bord de ce navire, qui pensait que, sous ses commandements, le navire pouvait fonctionner. Hélas, privé de ses Z-52, le navire ne pouvait plus faire grand chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un like. Ouais, c'est possible en 2018. Oui, parce que au moment où ça va sortir, ça sera 2018. Ça serait possible en 2018 de mettre un like. Tu as le droit, c'est possible. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si ça te plaît. Moi, écoute, les What is that shit, ça vient de temps en temps, comme les vidéos gaming ou des trucs comme ça, bref. Voilà. Et sinon, je te propose une prochaine vidéo. Si ça te dit. Évidemment, si ça te dit. Si ça te dit pas, tu fais pas. Enfin bref. Allez. Ciao, ciao.